Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Merci, bienvenue dans le Café des experts économiques de ce mardi, un mardi sur deux. Comme d'habitude, Reda Amrani, bonjour, marhaba bik. Bonjour. Ali Harbi, bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous. nous avez surpris en train de délibérer s'il fallait évoquer ou pas les déboires de l'animateur, du présentateur ici présent. En deux mots, on va dire en deux mots. Radio M est sous pression, subit un harcèlement, mais Radio M va continuer à faire de l'information, analyser l'actualité économique et l'actualité politique et divers sous tous ses angles. Et donc, pour le moment, on va résister et continuer de faire ce que nous savons faire, notre métier. Voilà. S'il te plaît, de dire un mot là-dessus. Pour moi, j'ai toujours ce papier qui était au-dessus du tableau noir au collège Guimel, actuel lycée Oqba. Vivre, c'est combattre, de Sénèque. Sénèque qui est né à Murcie comme Ibn al-Arabi le Grand. Eh bien, il faut rester stoïque devant cette situation. Et il y a une valeur fondamentale en Algérie qui est partagée par les Algériennes et les Algériens, c'est la solidarité. La solidarité avec les causes justes, la solidarité, si tu veux, avec les damnés de la terre. Eh bien, que les causes justes en Algérie ou à l'étranger, tu défends la liberté, tu défends la démocratie. Ben, nous devons d'être, en tout cas, moi je suis solidaire de ton combat, de ta lutte. Et il faut rester stoïque. Je sais que c'est le cas. Ali aussi l'a exprimé plus d'une fois. Merci beaucoup. Merci. Donc cette solidarité, j'imagine, nous permet quelque part de pouvoir poursuivre notre travail en dépit de toutes ces pressions. Et notre travail nous amène aujourd'hui dans le menu de ce Café des experts économiques à essayer de dérouler un petit peu une sorte de prospective sur l'année 2022, au moins sur l'année 2022. On est bientôt à la fin du premier trimestre. Alors, la première question, c'est est-ce que la tendance actuelle à dégager un excédent de la balance commerciale beaucoup plus important que ce qui était prévu à la fin 2021. Est-ce que cette tendance va se consolider? Elle est liée évidemment au prix du brut et du gaz qui ont beaucoup augmenté du fait de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la guerre qui s'est installée. On est à la 4e semaine de guerre. Est-ce que cette tendance peut nous amener à avoir un excédent très important d'ici à la fin de l'année? On dira après l'estimation de ce type d'excédent. Ou est-ce que vous pensez que ça peut retomber dans le creux de l'été? Reda. Je pense que l'excédent va se maintenir parce que les tendances jusqu'en 2050 en termes de réduction des excès de carbone, plus ce qui se passe en Ukraine, il s'avère qu'il n'y a pas assez de gaz naturel pour tous les besoins escomptés, pour produire de l'électricité. Parce qu'il n'y a pas seulement que le monde développé qui a un retard à rattraper en termes de production, mais c'est surtout le monde des pays en voie de développement, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, l'Inde, ont tous d'énormes besoins en électrification. Et donc, l'une des rares solutions disponibles en dehors du charbon, c'est le gaz naturel. J'ai lu des prévisions faites par British Petroleum, je ne lui fais pas de la publicité, sur les grandes tendances. Eh bien, la tendance gaz naturel reste la plus importante. Résultat... Ça a été confirmé à Glasgow pendant le congrès de... Non, mais cette étude British Petroleum, elle est sur le site, tout le monde peut la consulter, et on voit que la tendance est là. Ça veut dire que le gaz naturel va être, si vous voulez, un élément prépondérant de la production d'énergie, dans les 30 ou 40 dans l'espace visible, disons. Et donc, nous, Algériens, est-ce que nous allons avoir des excédents? Je ne sais pas. Le gisement, notre principal gisement, Hassermel, vient d'être renforcé, des travaux ont été menés, les moyens gisements sont raccordés aujourd'hui à Hassermel pour recompresser, réinjecter le gaz pour sauvegarder et le gisement et améliorer les capacités de récupération. Ça veut dire que nous avons une tendance sur les 60 à 100 années, comme l'a dit le PDG de Sonatrach, sur le gaz, nous restons un pays gazier sur les années prévisibles. Donc nous avons une tendance à récupérer une partie de cette rente. Ça, c'est vrai. Mais avec le bahbouha, comme tu dis, il faut rester prudent.
Alors, il faut rester prudent, Ali. Tu fais partie de ceux qui sont réservés. Oui, réservé. Bon, d'abord, on est bien d'accord, donc, pour rejoindre Reda, que le gaz est reconnu aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, mais l'analyse est affinée actuellement, que le gaz est reconnu comme une énergie de transition, une source d'énergie de transition, effectivement, parce qu'un constat important est que les énergies renouvelables ne pourront pas s'installer, je dirais, en tant que source dominante aussi vite qu'on ne le pensait, tout simplement parce que les intrants des équipements pour le renouvelable, notamment pour le stockage d'énergie, ne suivent pas. D'accord ? On s'attend à une rupture sur le lithium, c'est-à-dire sur la capacité d'augmenter la production de lithium pour faire des batteries. On s'attend à ce que 2030-2035, il n'y ait plus assez de lithium dans le monde. Je ne parle pas en termes de réserve, hein. Je parle en termes de capacité de production. C'est la même chose sur le gaz. Le gaz, il est abondant, mais c'est la capacité à mettre du gaz sur le marché qui est aujourd'hui limitée. Et donc, le gaz, le pétrole aussi vont rester en place pendant un certain temps. Pour revenir à la conjoncture de 2022. Mais, j'arrive, mais maintenant, est-ce que cette tendance lourde qui, sur 40 ans ou sur les 30 prochaines années, comment analyser le problème conjoncturel immédiat ? Le problème conjoncturel, pourquoi je suis réservé ? Parce que maintenant, on n'est pas, la crise n'a pas révélé tous ces éléments. Donc, il y a une augmentation des prix qui, a priori, en brut, en analyse primaire, permet de dire oui, il va y avoir un excédent, mais il faut tenir compte de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le risque inflationniste, c'est-à-dire qu'il y a quand même un risque que beaucoup de prix de matières premières, nous on est très dépendants sur l'alimentaire, on est très dépendants sur un certain nombre d'intrants, qui font que ça va beaucoup augmenter, alors quel sera le ratio ? En fait, en termes commerciaux, quelle sera notre marge commerciale ? D'accord ? Ça, c'est une première inconnue, parce que ça peut avoir les pics sur les autres facteurs, surtout s'il y a des pénuries carrément, et donc pas seulement des ruptures effacer dans la balance commerciale les avantages d'un prix du pétrole cher. Ça, c'est une inconnue. Okay. D'accord. La deuxième inconnue, c'est quel est le retour de manivelle. Donc, je m'explique. Sur la notion le risque de retour de manivelle, il est double. Il y a un premier risque de retour de manivelle, il est lié au fait que, quand même, un certain nombre de pays ont des réserves. Il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas mis toute leur capacité de production sur le marché. Il y a des pays qui étaient sanctionnés comme l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran, les Américains font les yeux doux aux Iraniens. Ils veulent court-circuiter les Russes sur l'accord nucléaire. Et au Venezuela pour le pétrole. Pour faire revenir l'Iran et le Venezuela sur le marché. Et donc, c'est des facteurs qui vont faire baisser les prix. Donc, s'il y a un accord sur le nucléaire, le prix va baisser. Et, inévitablement, les Iraniens ayant une forte... Il y a l'inconnu du pétrole, mais c'est corrélé quand même jusqu'à une certaine limite. Deuxième élément, il y a l'inconnu irakienne. L'Irak a encore un réservoir de capacité de production inexploité. Il y a l'inconnu libyenne, il y a un réservoir de capacité de production inexploité. Enfin, l'autre paramètre dont il faut tenir compte, c'est que si on a un risque de rupture des chaînes de valeur, c'est-à-dire qu'en casse, il y a des gens qui ne peuvent plus travailler parce que le prix est trop cher, et bien après on va avoir une récession. Il y a un risque aussi récessionniste, c'est que les gens s'arrêtent de travailler, et donc tu as une récession que nous allons importer. Qui est aussi aujourd'hui aggravé par le risque sanitaire qui est revenu en Chine et qui peut paralyser tous ces facteurs de risque m'amènent à dire, en conclusion, effectivement tu as raison de dire réservé, de dire qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, c'est extrêmement aléatoire. Mais on est d'accord, il y aura un excédent, il est déjà là. Qui peut être effacé du jour au lendemain. Sur la période de 2022, oui. Je pense que le temps que s'ajuste ce retour de l'offre... Ça se joue en jours. Comme ça a piqué, comme on dit, ça a monté en flèche en quelques jours, un événement géopolitique peut faire plonger la situation en quelques jours. Et on aura effacé... L'événement géopolitique, en fait, je suis en train de pousser exprès mais on ne peut pas parler de politique comme on a compris. Je suis en train de... je suis en train de... Non, on peut parler politique quand on est préparé pour le faire. Paramètre géopolitique, Hassan, il faut en tenir compte. Oui. Non, mais bon, la dernière fois, je me suis fait lyncher parce que bon, c'était pas le coup était parti. Non, l'idée, c'est que les paramètres géopolitiques qui font que les prix sont chers risquent de ne pas s'effacer. C'est-à-dire que, par exemple, on regarde l'Union européenne, elle a envie de se désengager. Déjà, les Américains veulent plus de pétrole russe, mais les Européens veulent, à 2026, se désengager. Donc, ils ont 2 points faibles, l'Allemagne et l'Italie, ne plus dépendre du gaz russe. Donc, on peut considérer que le marché énergétique
carboné va rester tendu sur la période. Et donc, va donner aussi des effets sur 2022. On va retenir l'hypothèse, pour ne pas rester beaucoup dans les spéculations, d'une année où on peut dégager raisonnablement, là, on a pris un profil assez bas, on va dire 20 milliards de dollars d'excédents imprévus dans la balance commerciale. Comme hypothèse de travail. On va la retenir pour le confort de ce café des experts économiques et se poser la question, qu'est-ce qu'un gouvernement algérien indépendant qui veut du développement peut faire avec 20 milliards de plus qui n'étaient pas prévus? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, il y a plein de chantiers évidemment sur la table. À l'époque du pic 2006-2010, les gouvernements de cette époque-là, de l'époque Bouteflika, avaient surtout investi dans les infrastructures. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait la priorité? Je vous pose la question. On va essayer d'imaginer et peut-être aussi de conseiller, pas nécessairement ce gouvernement, parce qu'on ne voit pas très bien son autonomie d'action, mais de futurs gouvernements avec 20 milliards de dollars de plus qui n'étaient pas prévus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une réforme fiscale, une réforme de la retraite, une réforme de la retraite, la caisse de la retraite est en déficit, une réforme des subventions qui a commencé mais qui a balbutié rapidement, une accélération de la transition énergétique qui nécessite des financements parce qu'on ne peut pas faire la transition sans faire des subventions pour l'énergie verte. Qu'est-ce qui serait, selon vous, messieurs les experts, la priorité avec une petite bahbouha d'une année ou deux? La bahbouha, moi je suis plus optimiste que toi. Hein. Ce n'est pas une année ou deux. Il n'y a pas eu d'investissement depuis maintenant 8 ans dans les hydrocarbures à travers le monde. C'était le pari fait par l'AIE sur les nouvelles énergies, les énergies renouvelables qui allaient carrément. Donc on était très optimistes. Et là, c'est un décalage de 20 ans qui s'annonce. Hein. Donc, il n'y a pas d'investissement, donc les prix resteront élevés par rapport à une demande qui va être croissante. Il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que l'Europe. Donc le scénario sur lequel on travaille, il n'est pas farfelu. Il n'est pas farfelu et il n'est pas, si tu veux, limité à l'année 2022 ou 2023. Donc la tendance est lourde. Donc Tebboune va être réélu. En fait, c'est ce que tu es en train de nous dire. Je vais passer sur de toute façon, avec ou sans pétrole. Enfin, réélu, ce n'est pas la bonne expression parce qu'il aurait fallu qu'il soit déjà élu. Avec ou sans pétrole, quand on veut être réélu en Algérie, on est réélu. Il n'y a pas de problème. C'est plus difficile. Ce n'est pas le pétrole qui décide. C'est plus difficile. Mais il faut raison garder aujourd'hui. Face à cette mahbouha que tu appelles, non, il faut raison garder. Donc, on a des fondamentaux qu'il faut suivre, c'est-à-dire la relance de l'investissement productif. C'est ça la priorité pour toi? La priorité, c'est la relance. C'est les énergies renouvelables, c'est les investissements dans l'énergie renouvelable, dans la mise en valeur des terres agricoles, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Donc sécurité énergétique, sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, le développement des infrastructures hydriques et le dessalement en utilisant les surplus d'électricité produites par les énergies. Donc c'est fondamental. Il faut les suivre et les maintenir et utiliser le bahbouha pour ça. Maintenant, il y a la précarité qui s'installe, qui m'appelle, l'inflation importée, l'inflation locale, le pouvoir d'achat qui... C'est ta priorité. C'est une priorité, ça fait partie de la... C'est une priorité horizontale. Il y a une priorité horizontale, si tu veux, c'est le pouvoir d'achat, la précarité qui s'installe avec cette inflation qui va devenir, si tu veux, structurelle. Aujourd'hui, elle est de 7%, 8% aux États-Unis, elle est de 4 à 5% en Europe, donc on va l'importer systématiquement chez nous, parce que du fait des inputs de notre économie. Donc, le pouvoir d'achat qui était laminé depuis 10 ans, il n'y a pas d'augmentation des salaires depuis 2011-2012. Donc, il y a une perte de pouvoir d'achat énorme. Et il faut utiliser un peu cette bahbouha pour rétablir, parce qu'il y a une situation de précarité, on est à la veille d'une explosion sociale, et c'est grave. Si on veut relancer l'économie, on ne peut pas le faire avec une explosion sociale. Il faut trouver des solutions. Moi, je considère que l'une des solutions les moins mauvaises à prendre, c'est... Disons que le pouvoir d'achat, en dehors à moins de 60 000 dinars par mois, on ne peut pas vivre correctement. Pour vivre correctement et avec dignité, il faut un salaire de 80 000 dinars. Donc il faut faire en sorte qu'à 60 000 dinars, il faut faire cet exercice, ce scénario, il faut l'élaborer, le mettre en œuvre. À 60 000 dinars de salaire, je ne touche plus, il n'y a pas d'IRG.
Donc, je réduis l'IRG, je donne un peu d'espoir et un peu d'oxygène aux citoyennes et aux citoyens algériens. Ça permet aussi à l'économie de redémarrer un peu et de redonner un peu espoir. Parce que sans espoir, on ne peut pas aller au combat du développement, au combat de l'investissement. Il faut qu'on revienne à 8% de croissance pour donner du travail aux Algériens. On revient, on n'y était pas. Hein. Non, il faut y aller à ça. Et donc, je pense qu'il faut faire le scénario, pas d'IRG en dessous de 60 000 dinars par mois. D'accord. Voilà. Alors, on a bien compris le scénario optimiste, oui, vertical et horizontal. Ali, la priorité de Reda, c'est quand même, le modèle, c'est quand même mettre de l'argent public pour de la relance. C'est un plan de relance. C'est un plan de relance. Est-ce que un plan de relance qui se différencie un petit peu avec les périodes précédentes, mais bon, qui tournait un peu aussi vers les infrastructures, les utilities. On a un problème d'eau, dessalement de mer, l'agriculture qu'il faut soutenir, etc. Est-ce que c'est aussi ta priorité ou est-ce que toi, tu es plus sur une démarche plus horizontale, on va dire? Non, moi, je suis ni horizontal ni vertical. Moi, je suis sur une démarche, je dirais, plus liée à la question politique et gouvernance. C'est-à-dire que l'Algérie a déjà... Alors, à ce moment-là, on donnerait l'argent public pour leur demander de partir. Bah, c'est une solution non, aussi. je ne parle pas de ça. Cheikh le propose. Hein. Il propose de signer quelque chose, de leur donner de l'argent. Non, je ne parle pas de ça. C'est un sujet, mais je n'en parle pas aujourd'hui. Non, moi je pense que l'Algérie, ayant eu déjà de l'argent par le passé, qu'elle a joyeusement claqué, hein, utilisons les termes comme il faut, et les périodes de bahbouha, comme tu dis, de richesse, ont permis de constituer une oligarchie quand même assez un système de prédation qui a détruit le pays. Donc, moi, a priori, je dis, tant qu'on n'a pas pris des mesures préventives dans une démarche de management de la chose publique, pour que ça ne se répète pas, et le risque, il est totalement là. On disait tout à l'heure, avant l'émission, que pour un dinar réellement dépensé, on a vu disparaître en fumée 2 autres dinars. C'est-à-dire que le coût de réalisation de l'époque Bouteflika a coûté 3 fois à peu près, c'est ce que disent les experts des différentes organisations internationales, que ça a coûté 3 fois le coût réel. Donc il y a 2 tiers d'un coût réel qui sont partis en fumée, en corruption, pour utiliser, en détournement et en surcoût. Alors, la question aujourd'hui, avant de commencer à dépenser le moindre dinar, je poserai la condition. Est-ce que c'est réaliste? Comment? Oui, mais c'est un préalable politique. Sinon, dans 5 ans, on va se retrouver à dire la même chose qu'en février 2019. Créto, quoi? Le bled, yassraqin. Évitons de répéter les mêmes choses. Et je dis ça à l'équipe en place. C'est-à-dire, si vous êtes sincère sur ça, au moins prenez cette précaution. Donc, différer l'investissement public tant qu'on n'a pas des règles. Différer, parce que c'est pas une question, ça se joue rapidement. C'est mettre en place les règles de transparence, de contrôle interne, parce que sinon on va avoir le bis repetita, comme on dit. On est au café des experts économiques. On peut proposer des conseils. Ce serait quoi un peu ces règles? Par exemple, pour les équipements publics, repasser par un peu de conseils avec la Banque mondiale. Absolument. Pour qu'il y ait le regard externe, le regard de la Banque mondiale. On a chassé pendant la période Bouteflika. On a évacué pendant Bouteflika. Déjà l'autoroute qui était proposée par la Banque mondiale en supervision, c'était proposé de jouer le rôle de bureau d'études, on l'a évacué, la Banque mondiale, à l'époque. Donc, ce serait ça les règles, un petit peu. Entre autres, il y a des règles internes aussi, sans la Banque mondiale. Hein, c'est de jouer des mécanismes de contrôle, des mécanismes aussi de faire jouer un plus grand rôle au Parlement, à certaines instances élues, parce qu'il faut que les élus se manifestent aussi dans le sens d'un contrôle de la dépense publique. Je crois que faire jouer plus l'expertise, définir un cadre stratégique consensuel, encore une fois, on n'a pas de consensus sur le contenu des réformes. Il faut vraiment que cette vision Algérie, maintenant, on avait parlé de 2035, maintenant peut-être qu'on va un peu mettre à jour sur 2040, pour qu'une vision officielle, partagée de ce qu'on doit faire. Donc, à mon avis, il y a un préalable politique. La deuxième question, et ça revient à ma réserve initiale, je laisserai de l'argent de côté. Donc, on va avoir un bas de laine. C'est revenir à cette notion de fonds de régulation, parce que je reste dans la ligne de ce que j'ai dit tout à l'heure. Le retournement, il y a des risques de retournement de marché. Et il ne faut pas qu'on se retrouve dans des cas d'autres pays qui, à l'époque, donc en réalité, ça n'a pas eu lieu en Algérie, ça a eu lieu dans d'autres pays où, ayant engagé beaucoup de dépenses de développement, se sont retrouvés en situation de crise, et je parle des Vénézuéliens en particulier, où, ayant engagé beaucoup de dépenses de rattrapage social, d'investissement dans les infrastructures,
ont été très fragiles quand le pétrole s'est retourné. Donc je pense qu'on doit garder une certaine prudence dans la démarche sur les années qui viennent. Ça, c'est du Benachnou dans le texte. C'est du Benachnou dans le texte. Et troisième chose ensuite, effectivement, les priorités. Je rejoins Reda. Moi, encore une fois, pour rester sur de la ligne que j'ai toujours défendue, je suis absolument contre qu'on aille sur du 100% public, même si on a de l'argent. Et je le répète, si ce n'est pas dans un cadre où on fait jouer le secteur privé, si on ne fait pas jouer les IDE, si on ne fait pas jouer l'endettement international, la combinaison de ces sources-là, pour bénéficier d'effets de levier, c'est-à-dire $1 de dépenses publiques doit être relayé par $4 entre dépenses privées, investissements privés, IDE, endettement international. Et notamment, comme l'a dit le président de la République, de toute façon, le président lui-même dit, dans le cadre des projets structurants, infrastructurels, tout ça, on est prêt à aller vers les institutions. C'est le président de la République qui l'a dit. Oui. Ça fait 1 ou 2 conseils de ministres. Absolument. Donc c'est exactement ça. C'est une ouverture. Donc, pour $1 de dépenses publiques, il faut en ramener 4 à côté, ça nous fait $5. C'est une règle de base dans le développement. Et c'est ce qu'on appelle un effet de levier. Ça nous fait $5. Si on s'enfonce, on va aller dans le mur encore une fois. Donc c'est là où il y a un travail de préparation qui aurait dû être mené à la fois par le gouvernement Jarrad et par le gouvernement actuel sur l'année écoulée. C'est un travail de préparation qui n'est pas fait malheureusement, donc on est en retard sur ça. Et on revoit bien qu'on a donc eu deux chefs de gouvernement, mais plusieurs gouvernements, on constate que cette partie de préparation a une remontée des recettes du pays. Pour pouvoir relancer la machine, ce travail de préparation n'a pas été fait. Et on est exactement dans la même configuration d'il y a 3 ou 4 ans. À se dire, on n'est pas prêt, on n'a pas sollicité les instances, on n'a rien fait sur les IDE, on n'a rien fait pour remettre le privé dans la course. Au contraire, on est en train de se mettre le privé à dos. Et donc, dans tout ça, pour moi, ce sont des préalables. Une fois qu'on règle ces préalables-là, après, oui, allons d'abord vers l'agriculture. Parce que c'est un levier, autoroute, l'agriculture, l'infrastructure, le rail, les routes, ça, ce sont des grands secteurs structurants, l'eau, et ensuite l'énergie, parce que moi, à mon avis, l'énergie, ça doit être du privé pour le moment, c'est pas tellement le public. Mais comme on a dit, $1 de public pour $4 de privé, ma'lish. Et dans ça, les grands axes sont là, l'infrastructure principalement, l'agriculture, parce que c'est des créateurs d'emplois, et c'est structurant, parce que c'est industrialisant. Ouais. Alors, vous avez fait des propositions. Moi, je vais vous en faire une juste pour vous faire réagir. Hein. Est-ce que une retour d'une aisance financière, budgétaire, bon, on en est loin parce qu'il faudra effacer aussi quand même les déficits des années passées, etc. Mais avec les prudences, laisser de l'argent de côté, tout ça, est-ce que ce ne serait pas la dernière fenêtre de tir pour intégrer l'informel, en peut-être faisant une très grande réforme fiscale qui permet d'intégrer, parce qu'on sait que ça passe par là, donc l'État accepte de renoncer à une partie de ses revenus. Tu as évoqué l'IRG, c'est pour les gens qui sont déjà dans le circuit fiscalisé. Voilà. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire une grande réforme fiscale où on aplanit pour pouvoir intégrer une grande partie de l'économie qui est en dehors? Toi, tu parles en Je pose la question. Toi, tu parles en économiste. Moi, je parle en économiste. C'est aussi un problème, solution des problèmes sociaux. Quand je parle de 60 000 dinars, pas d'impôt, ça veut dire qu'une partie de l'informel revient immédiatement et naturellement vers le formel, c'est-à-dire vont s'inscrire dans la sécurité sociale, dans les retraites. Les salariés de l'informel. Tu réduis systématiquement et de façon automatique ou presque, tu réduis l'informel. Tu vas le réduire à 25 ou 30%, ce qui est supportable et nécessaire peut-être aussi pour une économie, parce qu'une économie en voie de développement a besoin de l'informel. Hein. Ça a été même prouvé par toutes les grandes écoles, y compris la Banque mondiale. Donc, avoir 25 ou 30%, c'est supportable et nécessaire pour l'économie. On est parti au-delà ces dernières années. Donc là, on y est. Si on arrive à ça en réduisant cette fiscalité sur les bas salaires et en donnant de l'oxygène aux citoyens, donc on règle un problème social et un problème politique et on peut, si tu veux, se consacrer vers le développement. Et là, moi je le dis, il est nécessaire d'associer, si tu veux, et le capital privé, le capital public et aussi le capital étranger. On est obligé de faire cette association des trois et ça nous permet déjà de démultiplier le nombre de projets d'investissement.
Si je fais encore la bêtise qu'on a faite au cours des 15 ou 20 dernières années, où on finançait la totalité avec nos devises, avec nos ressources, nos réserves, on finançait l'investissement étranger et algérien. C'est bête, mais si on va au financement, on arrive, si tu veux, à obtenir 70 à 75% de financement extérieur pour nos projets exportateurs, nos projets qui se substituent à l'importation et qui créent de l'emploi. Eh bien, je multiplie par 3 ou 4 le nombre de projets, j'accélère mon rythme de développement, j'accélère ma croissance, je réponds à la demande sociale en termes d'emplois à créer et surtout, on a un problème dont on ne parle pas assez autour de cette table et même en Algérie. C'est redonner espoir à la jeunesse. Il faut qu'on crée de grands projets pour les jeunes. Il faut que les jeunes... Aujourd'hui, les jeunes, ils disent que mon avenir n'est pas en Algérie. C'est grave, c'est très grave. Il y a un manque d'information. Les jeunes ne sont pas informés. Il y a un manque d'information. On a créé, si tu veux, le chômage, l'allocation chômage. On a créé alors, pour rester sur la fiscalité, les jeunes, est-ce qu'on peut défiscaliser, aller plus loin dans la défiscalisation des entreprises portées par des jeunes, les start-up, etc., justement dans l'idée d'une réforme fiscale qui permette d'éviter de l'informel? Il faut défiscaliser, si tu veux, le crédit qu'on accorde à ces jeunes. Les financements qu'on accorde, il faut les défiscaliser. Et le produit de leur travail, il faut aussi le défiscaliser, enlever ces TVA inutiles qui crée aussi l'informel, parce que la TVA suppose que je travaille en amont pour les impôts et en aval pour les impôts. Donc, je crée une chaîne de transmission de la fiscalité et tout le monde voudra la couper, veut ne pas payer de TVA. Résultat, on force ces jeunes à aller vers l'informel et ces moins jeunes aussi à aller vers l'informel. Alors, tu as offert une transition, Ali, en évoquant la TVA. Tu avais fait la proposition choc. Il y a cet aspect d'information et de discussion avec les jeunes. Il faut, tous nos jeunes, un jeune médecin, un jeune ingénieur ou un jeune chômeur, il dit c'est grave donc pour un pays, c'est grave pour une économie et même pour une société. La TVA dans la distribution, tu avais proposé tout simplement de la supprimer. Oui. Est-ce qu'une aisance financière et budgétaire sur l'année ou 2 années, est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour le faire? Bien sûr, il vaut mieux le faire quand on est en situation d'aisance. Hein. Mais juste pour clarifier la proposition, on parle du circuit de commerce gros détail, hein, d'accord? On ne parle pas de la distribution intégrée au circuit de distribution du producteur lui-même. Ça, c'est une autre paire de manches, parce que les gens sont prestataires du producteur. Donc, il faut comprendre qu'il y a 2 canaux. Nous avons ce circuit de commerce-là, donc commercial gros détail, qui n'est plus maîtrisable. Donc, il faut faire un pas en arrière. Donc, il faut supprimer et revenir à un système de patente forfaitaire, non indexé au chiffre d'affaires. Indexé au patrimoine. Indexé au patrimoine mis en œuvre, ce qu'on appelle le capital mis en œuvre. Voilà. Donc, pas le patrimoine de la personne, mais le capital lié à la production. Exactement, ce qu'on appelle le capital mis en œuvre dans l'activité. Par contre, sur d'autres registres, il faut tenir compte du fait que le problème, ce n'est pas la TVA. Donc, il ne s'agit pas sur d'autres secteurs d'activité, le problème ne se pose pas en termes de TVA. Il se pose encore une fois, répétons-le, en termes de TAP, d'autres charges et tout ça, où il faut moi, je ne suis pas favorable au terme de défiscalisation. Je dis, une économie saine, c'est une économie où les gens payent leurs impôts. Hein. Donc, la surenchère de défiscalisation est au détriment du pays. Par contre, la simplification fiscale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on simplifie le cadre d'impôts eux-mêmes et qu'ensuite on simplifie le rapport des gens à l'administration fiscale. Et derrière cela, il y a la numérisation. C'est pas ça qui va ramener l'informel. Si, j'arrive. C'est le 3e point. Ça suffit pas. Attention, si ça va suffire. Parce que les gens, le problème, je parle des tout petits, j'arrive. Des tout petits opérateurs, le problème, il y a aujourd'hui une barrière d'entrée qui est constituée par le cadre bureaucratique. Va faire un registre, toi, quand tu es un jeune, etc. Va faire un registre. Tu ne peux pas. Il faut un local, il y a un tas de contraintes, etc. Nous n'avons pas de statut d'auto-entrepreneur ou d'auto-emploi en Algérie. On n'a pas. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans la chaîne formelle, tu es assimilé à n'importe quelle entreprise. Toi, au Microsoft, vous avez la même procédure. C'est pas normal. Donc, si on veut vraiment récupérer l'informel
Il y a la récupération de l'informel du point de vue salarial. Reda en a parlé et je suis entièrement d'accord qu'il y a une tendance. Mais les travailleurs, c'est des gens qui ne sont pas salariés ou sont des quasi-salariés, mais qui sont réellement autonomes, indépendants. Il faut créer un statut, et ça c'est une chose qu'on avait proposé déjà dans un cadre professionnel depuis plusieurs années. Il faut créer le cadre du travailleur indépendant ou de l'auto-emploi avec des procédures très simples, comme c'est fait dans d'autres pays, on n'invente pas la roue. C'est la carte, il n'y a pas de registre. C'est une carte qui se fait au Maroc. Désolé de parler du Maroc, mais c'est pas le moment. Mais la carte, c'est un truc en ligne, tac, 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 et physiquement, on va la retirer à la poste. Elle est imprimée par la poste, mais elle est faite en ligne. Et on fait une carte ikhlas avec une fiscalité très très simple. Il n'y a pas 40 lignes de fisc, il n'y a pas de bilan, il n'y a rien du tout. Problème, il faut absolument simplifier les choses pour que les gens. Autre problème aussi, problème de l'affiliation à la CNAS ou à la CASNOS. C'est trop compliqué. C'est vraiment très compliqué. Oui. Et les avantages, les gens ne voient pas d'avantages. Mais pourquoi ce serait des réformes qu'on pourrait plus porter maintenant qu'il peut y avoir éventuellement plus d'argent? Le choc de débureaucratisation, c'est un choc qu'on peut. Il y a un minimum d'investissement public en matière de système numérique. Voilà. C'est-à-dire que c'est indissociable de la numérisation et de la dématérialisation de l'acte administratif pour que les gens ne soient pas en train de faire la chaîne devant un bureau. Je voulais éviter, là, je suis en train de rentrer dans les détails de ce qu'on peut faire par temps d'excédent comme réforme. Et sur la Caisse nationale de retraite, ça retombe du côté de Reda. Je voulais éviter de parler de la retraite avec Reda, mais j'ai quand même posé la question. 500 milliards de dinars par an de déficit en moyenne sur les 3 dernières années, financés par le financement non conventionnel, donc par le Trésor public, en fait par la Banque d'Algérie. C'est quelque chose de pas soutenable dans la durée. Il faut une réforme. La tendance, on en a vu dans la campagne électorale française. Emmanuel Macron est revenu sur son engagement de la campagne précédente de ne pas rallonger la date de départ, l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'en Algérie, on devra rallonger l'âge de départ à la retraite pour avoir plus d'années de cotisation et faire face à ce déficit? Question précise. Non, la réponse est précise aussi. Hein. Non. Si, la réponse est précise. Nous assistons à un phénomène mondial, un vieillissement de la population. Et la durée de vie des populations augmente. Même nous, Algériens, il faut se féliciter, nous avons un bon système de prévention sanitaire et médicale. Nous arrivons à 77 ans d'espérance de vie, c'est-à-dire le même niveau que des pays développés, encore meilleur que certains pays développés. Lorsqu'il y a de bonnes choses dans notre pays, il faut le dire. On est d'accord, c'est pas suffisamment dit. Non, oui, c'est pas suffisamment dit. Les 11 millions de gosses à l'école, les 1 700 000 étudiants. Je te donne un autre chiffre que les Algériens ignorent, parce qu'on célèbre les 60 ans de l'indépendance. Le livre de Saad Abdelnour Keraman, sur l'électrification rurale. Tu sais combien il y avait de compteurs électriques dans les familles algériennes le 30 juin 1962 chez l'EGA, l'ancêtre de la Sonelgaz. 8000 Algériens, 8000 foyers algériens seulement avaient un contrat avec l'EGA, étaient raccordés à l'électricité. Aujourd'hui, 99,9% des foyers algériens sont raccordés à l'électricité. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'il faut le dire. Donc je reviens à la retraite. C'est un phénomène mondial. Nous aussi, on le vit. Et tous les pays, tous les gouvernements financent ce déficit des caisses de retraite. Non pas en pompant les salaires ou en essayant d'augmenter les impôts, mais par le crédit interne, l'endettement interne du budget. Et cet endettement interne, y compris au Japon, qui a les plus vieilles populations, ou aux États-Unis, où les caisses de retraite sont différentes, mais privées, on finance ça par le déficit budgétaire. Eh bien, je pense, pour l'instant, nous pouvons continuer à financer par le déficit budgétaire. C'est un mal en soi. C'est un mal en soi. Sans réformer le système. Non, le système avec la numérisation progressive de l'information. On va resserrer la gestion, on aura une meilleure gestion du système, donc on fera les économies qu'il faut faire, les nécessaires. Mais on ne va pas tuer qui on ne va pas jeter l'eau, le bain et le bébé avec. On a un bon système.
Et on s'inscrit dans la tendance mondiale. Et ce n'est pas un mal en soi. Et d'autres vont réfléchir aux solutions. Et quand ils les trouveront, on va les appliquer, nous aussi, en Algérie. Donc, le professeur Dahi, que je salue, qui pense, lui, que c'est la priorité des prochaines années. Ça passe même avant la réforme des subventions, que de réformer le système de retraite algérien, parce que c'est lui qui fonctionne le plus sur le déficit budgétaire. Oui, mais on peut pas, je rejoins Reda pour dire que pour le moment, on est obligé de continuer à financer les retraites sur budget. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire, que c'est la ligne à suivre, mais c'est que sur le court terme, on ne peut pas laisser le système s'effondrer. Mais il faut qu'il y ait des réformes. Il faut qu'il y ait des réformes et il faut qu'on sache aussi que dans les éléments du consensus de réforme économique et sociale qu'on doit mener, on doit comprendre que c'est la croissance qui va permettre de créer la richesse pour financer les retraites. Les nouveaux salariés payent la retraite des retraités. Il faut de la croissance. Donc nous, on est en train les nouveaux salariés qui cotisent. Et on est en train de s'empêtrer dans un schéma à croissance basse. Voilà. Et on essaie de trouver des solutions avec 3 ou 4%, ou même moins en prévisionnel. Donc on ne trouvera pas de solution. S'il n'y a pas, comme dit Reda, les 8, les 10%, on ne trouvera pas de solution. Donc pour le moment, on est obligé de financer ça à l'imprimante et à la RELP. On ne peut pas faire autrement. Par contre, les réformes. Personnellement, je suis contre le fait qu'on continue à coupler l'assurance sociale et les retraites dans le schéma de cotisation. Je suis partisan d'une séparation totale, la sécurité maladie et l'assurance sociale, à part, et la caisse de retraite doit être unique. Je m'explique. Pour quelle raison? Aujourd'hui, on pourra par la suite ouvrir des caisses de retraite d'assurance privée qui vont... Oui, mais je veux dire unique au sens, je parle de l'actuel système public. Pour quelle raison? Aujourd'hui, le parcours de vie professionnel d'un Algérien, il n'est pas que soit salarié ou soit privé. On est en train de faire un truc enlacé. C'est la nouvelle tendance. Donc, les gens ont des mobilités professionnelles qui font qu'il est 3 ans salarié, 2 ans chef d'entreprise, après il redevient salarié, ou il est les deux à la fois, etc. Le système actuel, avec CASNOS et CNAS, ça tue les gens. Il faut 50 ans de cotisation pour pouvoir faire le compte, pour comptabiliser l'équivalent de 32 années. Le problème, c'est le piège dans lequel tous les Algériens sont en train de se retrouver. Les gens qui rentrent tard dans leur vie professionnelle, qui lancent une entreprise et qui laissent tomber. Et ça fait partie de la vie. Il faut qu'il y ait un système de retraite unique. Comme ça, chaque jour que je travaille, quel que soit mon statut professionnel, soit cotisable à la retraite. Je parle de la partie retraite. Est-ce que c'est une réforme qui coûte de l'argent? Ça coûte toujours. Reda, ça coûte parce que c'est toujours lié à la question de l'utilisation. Ça coûte toujours de l'argent. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Et comme disait tout à l'heure Reda, c'est lié au processus de numérisation, je l'avais dit aussi, c'est lié au processus de numérisation et de débureaucratisation de l'administration. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, sur la question des retraites, moi, personnellement, je suis contre l'idée d'âge de retraite, mais de durée de cotisation. Donc, je n'ai pas le droit, et on a ce cas-là aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dépassé les 32 années de cotisation, mais qui ont en dessous de 60 ans. Ils n'ont pas 60 ans, parce qu'ils ont commencé leur carrière tôt. Aujourd'hui, on a un grand débat sur les problèmes des postes à nuisance et à pénibilité qui n'est pas soldé. Donc il y a des gens qui ont eu des postes à pénibilité, mais qui sont dans le régime d'être obligés d'attendre 60 ans pour sortir. Donc il y a un certain... C'est pour ça qu'il faut parler d'années de cotisation plutôt que d'âge. Moi, je pense que si quelqu'un a fait ses 32 ans, ou même si on fait une mise à jour à 35 ans de cotisation totale, mais si quelqu'un les a fait, il sort. J'attends pas qu'il ait 60 ans, 62 ans, 63 ans. Je crois que c'est un élément de remotivation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait assez d'années de retraite, comme qui arrivent 50 ans, 56 ans, qui ont envie de changer, qui sont coincés à attendre la retraite. Alors que si on avait cette possibilité de cotiser indépendamment de son statut contractuel, c'est-à-dire d'être salarié ou privé, etc., c'est un problème qui se réglerait plus facilement. Les gens basculent, ils quittent sa fonction, par exemple, il sort de la fonction publique, il a par exemple 25 ans de cotisation, et bien il peut sauter facilement dans le privé, il ne va pas perdre. On va revenir sur ce débat de la réforme ou pas d'ailleurs de la Caisse nationale de retraite et du système de retraite avec les propositions qu'on a eues sur le tableau. On va avancer dans la discussion. Peut-être qu'on n'aura pas du tout à rediscuter de tout ça. Là, on a travaillé sur un scénario à 20 milliards d'excédents. Bon, mais il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir un accord entre l'Ukraine et la Russie dans la semaine. Cessez le feu, retrait de l'armée russe de l'Ukraine,
et puis le monde redevient normal, et puis les cours vont s'écrouler. Demain la veille avec la guerre économique qui s'installe, sous couvert d'Ukraine et d'envahissement de l'Ukraine, c'est une guerre économique qui s'installe. Bon, on s'est quand même beaucoup habitué au retournement rapide de situations que... Mais bon, pas à ce niveau-là. Alors, messieurs, pour terminer les quelques 15 minutes ou 10 minutes qui nous restent dans ce café d'experts économiques, je voulais revenir à l'actualité de la semaine. Et j'ai noté que le ministre de l'Industrie, j'ai pas voulu noter ses explications sur le blocage des importations de l'automobile parce que ça fait un peu, voilà, on a beaucoup, tellement, ça fait trop. Et j'ai même pas voulu lire ces explications. J'ai même pas voulu les lire. Je les connais pas et je veux pas les connaître. Mais par contre, il a dit quelque chose qui a plus attiré mon attention. C'est qu'il y a 1000 dossiers d'investissement qui ont été débloqués en Algérie depuis l'Algérie nouvelle. Et donc, ça a permis, à travers notamment 400 de ces projets qui sont rentrés en production, de créer 26 000 emplois. Alors, ça, c'est l'information positive, générique. À l'intérieur, le ministre dit ça se passe surtout dans les wilayas de l'intérieur et il faut renforcer la tendance. Qu'est-ce qu'il entend par les wilayas de l'intérieur? Il dit il y a un goulot d'investissement ou un excédent, je ne sais pas, dans les wilayas du nord, du centre au nord. Il y a quelques wilayas qui ont capté beaucoup d'investissements et c'est plus compliqué dans ces wilayas. Essayez, ça s'adresse aux promoteurs d'investissement. Et là, je vous pose une question un peu d'aménagement de territoire et d'approche de développement territorial. Il dit qu'il vaut mieux aller investir à l'intérieur du pays. Donc la question, c'est que depuis l'autoroute Est-Ouest, depuis l'axe maintenant d'autoroute sur la nationale 1, on peut arriver plus vite à Djelfa qu'il y a quelques années, ou là à Bourzoul, qui est beaucoup plus vite aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à prendre cette autoroute, elle est magnifique. Voilà, à travers les gorges de la Chifa, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé le potentiel d'accueil des investissements à l'intérieur du pays? Donc je vous demande de commenter à la fois la libération des dossiers bloqués et le virage vers les hauts plateaux. Désolé de vous poser deux questions en une. Reda. On va essayer de répondre parce que ça nous préoccupe. Ici, on avait parlé de 2500 projets bloqués au niveau central et au niveau des wilayas. On l'a dénoncé il y a un an de ça et on avait estimé qu'il y avait à peu près, je crois, 600 000, les enregistrements existent, 600 000 emplois de bloqués. La seule chose, donc moi j'essaie de positiver une seule chose. Avec ce médiateur de la République et ces antennes régionales, ils ont identifié les facteurs de blocage de tous ces éléments-là. J'espère qu'ils vont faire des études, ils vont faire travailler les universitaires, les bureaux d'études pour identifier les causes de ces blocages, les causes administratives, les causes non dites, non écrites de ces blocages. Et Chipa et tout le reste. Ce pouvoir occulte que prennent les fonctionnaires pour embêter l'entrepreneur, alors que l'entrepreneur, partout dans le monde, il est choyé, l'investisseur est choyé. Chez nous, c'est une poire juteuse. C'est grave. Et donc, j'espère qu'on va tirer les leçons et que pour le nouveau code des investissements qui vient d'être, si tu veux, freiné, il n'a pas été publié, pour amener, donc si on doit amener des corrections, c'est en tenant compte de tous ces blocages qu'on a identifiés dans ces 1000 projets dans l'industrie, je ne sais combien de projets dans l'agriculture, projets dans le tourisme, dans les services. Donc, il faut tirer les leçons et corriger le nouveau code lui-même qui est prêt à être le corriger avant de le publier. Donc ça, c'est une nécessité, c'est une chose que nous devons savoir. L'option au plateau, l'option intérieure du pays. Avant, c'était des incitations fiscales, des incitations, si tu veux, d'aménagement du territoire. Eh bien aujourd'hui, moi je suis heureux qu'il y ait des investisseurs. J'ai vu des investisseurs au sud de Médéa, des investisseurs à Msila, à Khanchla, Biskra, à Béchar, dans le sud, à Gardaya. Donc il y a, si tu veux, une meilleure occupation sur le plan de l'aménagement du territoire, on est en train de noircir la matrice. Hein. Je ne parle pas de la matrice d'intégration industrielle, mais de la matrice aménagement du territoire. Je pense que c'est très positif. Il faut continuer à encourager, il faut continuer à donner des avantages. Nonobstant la disponibilité de zones ou d'espaces, mais il faut aménager ces espaces. Il ne faut pas croire, parce que quelqu'un s'installe à Ain Ousra, on va le laisser s'installer sur un terrain vague. Il faut revenir au programme
des plateformes industrielles, les 48 ou 50, pour développer, pour inciter à l'investissement, il faut toujours, on dit que c'était, je crois, Lénine qui disait ça, moi je ne suis pas marxiste-léniniste, mais Lénine disait l'infrastructure précède le développement. Il faut qu'en termes d'infrastructure, d'investissement, les zones et les plateformes industrielles, il faut que la demande soit toujours en avance et supérieure à l'offre. L'offre, plutôt, doit être toujours en avance et supérieure à la demande, et il faut les aménager. Il faut que ce soit, sur le plan économique, des zones. Ce n'est pas des zones qu'on va donner à des fonctionnaires, des wilayas. On a vu la corruption, on a vu le freinage. Il faut les donner à des entreprises commerciales, dans la commercialité. Je m'installe, je veux, il y a une concurrence entre les différentes plateformes industrielles, chacune attire parce que l'industriel en s'installant, qu'il loue ou achète, il paye des prestations, il paye des choses, c'est commercial. Il faut aboutir à ça et je pense c'est les leçons à tirer, voilà. Merci Reda, merci. La citation précise de Lénine, c'était en 1918, le communisme c'est les soviets plus l'électricité. Et donc c'est l'ordre inversé, c'est l'ordre de Ali, c'est la gouvernance avant c'est la gouvernance qui permet le développement. Mais on est d'accord. Lénine avait dit l'infrastructure précède le développement. Pour sortir du léninisme, je vous ramènerai au film Il était une fois dans l'Ouest, où le train précédait. Oui, non, pas Bertolucci, avec Franco Nero et là, comment il s'appelle l'autre, j'ai oublié son nom, et qui est l'histoire donc du train qui précède le développement. D'accord. C'était le train d'abord. Avec Bronson. Alors, mais attention, le train pour la conquête de l'Ouest a été construit non pas par les Américains, mais par les coulis chinois. On ramenait les Chinois. C'est la mondialisation avant la mondialisation. C'était au 19e siècle. Mais oui. Alors, sur la question de la débureaucratisation, le journal du 20h aujourd'hui, avant c'était envoyer des ministres, Premier ministre, voire président, le président ne déplace pas dans les wilayas, aller inaugurer de nouvelles réalisations. Aujourd'hui, dans les annonces du 20h de l'ENTV, c'est tel wilaya, il y a eu tant de projets qui ont été débloqués. Franchement, je dis ça, parce que si tu veux, moi bon, je salue les efforts qui sont menés par les gens, que ce soit au niveau de la médiation de la République, parce qu'il y a un effort qui est fait, indiscutable, avec les équipes du médiateur et tout ça, ça c'est clair. Mais ça, pourquoi on en est là? Pourquoi, à l'origine, y a-t-il des projets bloqués? Et je l'ai dit dans une autre émission, c'est la face visible de l'iceberg. Il y en a encore des projets bloqués, et il y en a qui vont être bloqués. Ceux du CPE, on n'en parle pas. Du CNI. Du CNI, c'est les plus importants. Non, ce que je veux dire, moi. On n'en parle pas. CPE, CNI. L'entreprise publique est bloquée. Attends, CPE, c'est bien de le rappeler. Attends, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous avons, c'est pas seulement un problème de corruption, ça c'est la partie facile, encore une fois, dans l'analyse, mais elle existe, je suis d'accord. Nous avons un cadre, un arsenal réglementaire, je ne parle pas du juridique, du législatif, je parle de l'arsenal réglementaire opérationnel, des modes opératoires de l'administration, qui sont un ensemble de mécanismes bloquants. Donc en fait, même un gars avec la meilleure volonté du monde va se retrouver dans une impasse. Et c'est là qui n'est pas réglé. Je ne comprends pas que depuis qu'on parle de débloquer le dossier, moi je veux bien quand on débloque les dossiers, c'est très bien, de toute façon, ça va créer de l'emploi, redémarrer, mais derrière, est-ce qu'on a mis sur le chantier la question de la mise à jour réglementaire et procédurale qui fait que tout dossier va être potentiellement bloqué? C'est ça le problème. On n'a rien fait. Le diagnostic est fait, les problèmes sont connus, les textes qui bloquent, parce que ce texte-là est en contradiction avec celui-là, ils sont connus, mais on n'a encore rien fait. Donc je pense que du point de vue de la gouvernance, encore une fois, on fait tout faux. Et on revient toujours à la question essentielle de l'aménagement du territoire, de la question donc, du foncier industriel, puisque c'est essentiellement des problèmes industriels qui sont posés. Alors, moi je pense que, attention, il nous faut 4 zones de classe internationale, de niveau national, pas gérées par les Wali, certainement pas, et qui soient à proximité d'un port ou d'une frontière. Parce que c'est des... Donc il ne s'agit pas de diluer ou là de noyer le poisson, de dire aller à l'intérieur ou là. Non, on a besoin de 4 ou 5 zones de niveau international. Non, ça... Non. Les locomotives, écoute, on va dire. Tu as un Jebel Ali. Jebel Ali, il y en a un seul dans le monde. C'est une zone de classe internationale. En Égypte, il y en a une seule de classe internationale.
elle est énorme, elle attire tous les idéeux. On a 18, hein. Là, au Maroc, il y en a plateforme une. industrielle, hein. Au Maroc, tu as Tanger. Non, Tu as la plateforme de Tanger et ses prolongements et ses extensions, mais c'est une seule zone. Ce que je veux dire, moi, c'est qu'il faut hiérarchiser l'approche des zones industrielles. La classe internationale, pour Pompéi, a capté les IDE, pour 10 ans, tu en as besoin de 3 ou 4, des grandes. Après, tu as besoin peut-être d'une centaine de zones de taille plus petite et qui seraient effectivement réparties plus à l'intérieur. Mais je crois que cette approche-là, elle est formalisée nulle part. On est en train de faire du n'importe quoi. On ne sait pas où sont les 14 000 ou les 15 000 hectares qu'on avait répartis sur 40 zones. On aura le projet. Où est-ce qu'ils sont passés? On n'en parle plus. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut remettre ce chantier-là en avant. C'est la question de l'aménagement industriel du territoire sur une vision et que cette notion nord et pas nord, écoute, jusqu'au plateau, on est encore dans le nord du pays. Jusqu'à Bourzoul, géographiquement, c'est le nord du pays. D'accord. Maintenant, il y a les autoroutes, il y aura le rail. Et je crois qu'il faut il faut se redéployer et arrêter d'avoir des visions de gagne petit. Le problème, c'est comment on dit, stratégie de petit bras. Voilà, le petit bras. Ça veut dire que c'est du bricolage. On va aller chercher 4 hectares maintenant, chercher 5 hectares maintenant, et on va bricoler avec des trucs à 5000 mètres carrés par lot. On ne parle pas de ça. Ça, c'est oui, il faut que ça existe, mais pour moi, c'est du ressort du maire. Oui. Les micro-zones, les histoires de 1000 mètres carrés à donner à droite et à gauche, c'est du ressort du maire. Après, il faut un intermédiaire du ressort du wali, et il faut des zones de grande taille du ressort du ministre. Et impulser une démarche de cette manière-là. Alors, c'est pour ça que moi, malheureusement, je pense que la communication gouvernementale, encore une fois, les gens n'arrêtent pas de se tirer des balles dans le pied. Et là, cet épisode-là, de présenter justement les choses comme des injazet, alors qu'on essaie de corriger des conneries, excusez-moi l'expression, et des dérives graves de l'administration, c'est contre-productif de les présenter comme des acquis. Le chalet, il a fait la contrebalance. Elle est de mauvaise poil, mais les 20 milliards d'excédents, il n'y croit pas beaucoup. Il propose de les garder sous le bras pendant un certain temps. Le temps, quelques-uns. Et maintenant, les 1000 dossiers libérés, ça ne le fait pas. Il y a une chose dont on n'a pas parlé. Avec cette grave crise de l'Ukraine, vous imaginez les pays occidentaux, ils sont 19 ou 20 ou je ne sais combien, décident de s'accaparer les ressources financières d'une grande nation comme la Russie. C'est du vol. Oui. On bloque les banques, on bloque l'argent, on bloque ceci. C'est carrément les règles financières mondiales. On crée une plateforme offshore en Algérie. Mais c'est non ce que je voulais te dire. Et moi, je pense à mon pays, moi, je pense à nos réserves. On a actuellement 44 ou 46 milliards. On rapatrie l'or de Fort-Knox. Est-ce que notre or, est-ce qu'il est chez nous? Il est toujours à Fort-Knox. Oui, il est à Fort-Knox. Voilà, l'Allemagne, progressivement au cours des 15 dernières années, Mme Merkel a fait ramener progressivement l'or allemand en Allemagne. Nous, est-ce que notre or est ici? Est-ce que nos réserves, c'est 44 ou 40, est-ce qu'elles sont toutes en dollars ou en euros ou en quelle monnaie? On ne le sait pas. Est-ce que les gestionnaires de ces ressources-là prennent-ils les mesures qu'il faut pour prévenir cette véritable rapine? Parce qu'il y a du vol. On peut, si on a une attitude politique qui ne plaît pas à l'Occident ou à ce bloc occidental, ils peuvent dire, comme ils l'ont fait pour l'Iran, comme ils l'ont fait pour la Libye de Kadhafi, comme ils l'ont fait pour le Venezuela, pour l'Irak, pour la Syrie. Là, ils le font pour une grande puissance atomique qui a le bouton atomique, la Russie. Et nous, qu'est-ce qu'on compte là-dessus? Qu'est-ce qu'on a comme capacité? Oui. Il faut donc, je pense, réfléchir aussi à cela. Non seulement réfléchir, mais agir intelligemment par rapport à ça. Il faut agir. Il faut faire comme Mme Merkel. Peut-être il faut étudier l'expérience de l'Allemagne face à cela. Hein. Très bien. Merci Rida, merci Ali, merci à nos amis auditeurs de nous avoir suivis dans ce numéro du Café des experts économiques. À dans 2 mardis, Inch'Allah. À très bientôt. Merci à vous tous pour l'expression de votre solidarité avec Radio M et avec ma personne. À très bientôt.